quand je parle dans les écoles, l'émerveillement des enfants lorsqu'on leur présente les arbres, notamment dernièrement dans une commune pas très loin de chez moi où j'avais des maternelles, j'en avais la larme à l'œil. C'est que quand les enfants sont sortis, après m'avoir vu intervenir dans l'arbre et leur avoir un peu parlé de ce que c'était qu'un arbre, quand leurs parents sont venus les chercher, ils leur ont dit « Attends maman » ou « Attends papa, il faut avant que j'aille faire un bisou à l'arbre parce que c'est un très grand ami. » Voilà, ce sont des amis. Et ça m'a beaucoup émue. Donc, je ne perds pas espoir. Et je pense que à partir du moment où on réalisera que le plus important, c'est d'apprendre aux enfants à respecter les arbres, c'est un grand message que je lance à l'éducation nationale. Je pense que le sentiment global de l'humanité pourra changer à partir de ça. Podcast by Tendance Ouest. Karine Marcy, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes arboriste grimpeuse en Normandie depuis 2002. Vous êtes l'une des pionnières de cette profession qui est très masculine, qui est très dangereuse aussi. Et vous sortez un livre chez HarperCollins, Ma vie avec les arbres, carnet d'une arboriste. Alors avant de rentrer dans ce livre, est-ce que vous pouvez nous dire, comme vous le dites dans le livre d'ailleurs, comment et pourquoi votre vie bascule en 2002, je crois, dans un bar de Raigneville-sur-Mer dans le département de la Manche. Pourquoi et comment votre vie bascule ? Je ne trouvais plus forcément ma place dans l'enseignement, moi qui avais été pendant de longues années en compagnie d'enfants et qui m'étais occupée d'enfants. J'étais persuadée qu'il y avait des manières de leur donner envie d'apprendre et de comprendre le monde dans lequel on vit. Et par déception, j'ai rencontré donc à Raigneville une solution, c'est-à-dire que quelqu'un m'a présenté la formation qu'il faisait et je me suis dit que ça pouvait être exactement ce que j'avais envie de faire finalement dans le sens de ma vie. Malheureusement, en tant que femme, j'avais du mal à trouver une place dans ce métier, mais lors de cette formation, il y avait aussi ce côté élagage pour lequel j'étais persuadée qu'on allait être sensibilisé pendant cette formation de chef de chantier en environnement. Et malheureusement, cette année-là, il l'avait annulé. Or, je voulais absolument découvrir ce que c'était que ce métier. Et en voyant exercer un élagueur, j'ai compris que c'était la solution même de ma recherche professionnelle. Et donc mon but était finalement de m'occuper de ce qu'il y avait de primordial dans la vie de tout le monde. Ça n'était plus les enfants, mais les arbres, auxquels nous sommes si étroitement liés et auxquels nous devons toutes nos conditions de vie idéales. Et depuis, vous êtes heureuse dans les arbres, avec une approche particulière. Vous avez développé une approche particulièrement sensible. Vous contextualisez un arbre, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas comme un objet détaché du reste, vous le voyez comme d'abord un être vivant. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez cette notion, et puis vous le voyez dans un ensemble, dans un contexte. Ah, exactement, c'est un être vivant dans le sens où, comme nous, il respire, il mange, il boit, il se reproduit, donc c'est-à-dire qu'il a les mêmes éléments vitaux que tout être vivant. Et de plus, il nous permet à nous de vivre de manière idéale, c'est-à-dire qu'il va produire l'oxygène qui nous est indispensable pour respirer. Il va produire une eau. Aujourd'hui, on est capable de comprendre qu'ils fabriquent leur propre eau qui ne soit pas polluée pour être sûr de ne pas être contaminé par toute l'eau qu'on pollue. Il fabrique aussi de la matière organique qui nous permet de cultiver et d'avoir des champs, surtout en Normandie, aussi productifs que ce que nous avions jusqu'à présent. Ils nous permettent de nous nourrir et de nous soigner. Il y a plein de médicaments qui sont issus de leurs propriétés qu'ils ont mis en place. Et je pense que sans les arbres, on ne peut tout simplement pas vivre. Donc ce sont nos meilleurs amis. Moi, ce sont devenus mes meilleurs amis. Vous écrivez, Karine Marcy, une phrase dans ce livre. Vous dites que vous avez parfois l'impression de travailler autant sur le propriétaire de l'arbre que sur l'arbre lui-même. Alors j'étais très sensible à cette phrase. Dites-nous-en un peu plus sur cette notion de contact aussi avec le propriétaire de l'arbre.
Eh bien finalement, on se rend compte que les propriétaires nous disent souvent, quand ils font venir un professionnel, qu'ils aiment leur arbre, mais voilà, qu'il faut l'entretenir. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous entendez par entretien? Parce que c'est vrai qu'on peut entretenir un être vivant, un animal ou autre, ou même un humain. On va chez le coiffeur pour être beau, pour se sentir bien. On emmène un animal chez le vétérinaire parce qu'il a une maladie ou parce qu'il a une petite chose qui ne va pas. Donc pour moi, l'entretien, c'est la même chose. Si on nous appelle pour entretenir un arbre, c'est peut-être pour enlever des bois morts parce que du coup, les plaies ne peuvent pas se refermer d'elles-mêmes, lui redonner un peu plus d'alimentation en lui permettant d'avoir une luminosité plus importante à l'intérieur, et aussi le couper à un endroit idéal pour qu'il puisse éviter de gangréner, mais ça c'est pour faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire éviter de pourrir à certains endroits, de manière à assurer une vie la plus longue possible pour cet être vivant qui était peut-être même certainement là avant le propriétaire du terrain et qui doit être encore là pour tous les propriétaires suivants. Et donc, quand j'explique aux gens que, souvent on me dit cet arbre fait trop d'ombre, je voudrais avoir plus de lumière dans ma cuisine. Contrairement à ce qu'ils pensent, je ne vais jamais surtout étêter cet arbre justement parce c'est pour lui un stress énorme. C'est comme s'il perdait ses organes vitaux principaux, donc il va reconstituer immédiatement cette partie aérienne prépondérante pour lui, en remultipliant même plusieurs. Ça va vous faire même une mini-forêt qui va pousser sur ce tronc que vous avez décapité. Or, malheureusement, comme ce tronc était ce qu'il avait de plus durable en lui, vous allez vous trouver avec des arbres qui vont devenir extrêmement dangereux. L'arbre n'étudie plus savoir s'il vous met en danger dans ces moments-là. Ce qu'il veut, lui, avant tout, c'est survivre. Donc, j'essaie d'expliquer aux gens qu'en plus, esthétiquement, ça va n'avoir aucun intérêt visuel et que de garder un arbre dans son architecture propre, il n'y a rien d'aussi beau. Et de le nettoyer permet de redonner une luminosité. Et ainsi, ça permet de garder des arbres sains et des propriétaires heureux qui sont rassurés sur la bonne tenue de leurs arbres, qui ne soient pas dangereux. Vous êtes en train de nous dire que vous faites de la pédagogie, et finalement. Est-ce que ça veut dire que on a beaucoup besoin de pédagogie aujourd'hui et que finalement, eh bien, votre première vocation, votre premier métier dans l'éducation nationale, il revient au galop, parce que si on veut avancer sur cette question du respect de la nature, du vivant, eh bien, finalement, il faut transmettre quelque chose, quoi. Il faut éduquer à cela. Ah mais exactement, d'ailleurs, je rêverais que dans les instructions officielles de l'éducation nationale, l'apprentissage du fonctionnement des arbres, est-ce que c'est qu'un arbre, devienne un des apprentissages fondamentaux. Je me souviens qu'en biologie, en découverte de la vie, quand on est enfant, on apprend beaucoup de choses sur le volcanisme, sur la vie d'une plante. Mais quand vous posez à n'importe quelle personne qu'est-ce que c'est qu'un arbre, personne ne peut vous répondre. Alors que ce sont des êtres vivants à côté duquel nous avons toujours vécu et autour duquel l'homme a toujours évolué. Donc cette méconnaissance de cet organisme exceptionnel est totalement aberrante. Podcast by Tendance Ouest. J'ai l'impression, quand je lis votre livre, qu'il y a 3 livres dans un livre. Pour moi, il y a une partie autobiographique, où on découvre votre parcours. Il y a une réflexion sur notre rapport à la nature, et en particulier aux arbres, et puis à la gestion de ce patrimoine commun, que l'on considère pas toujours comme un patrimoine d'ailleurs. Et puis, il y a une partie de l'ouvrage qui est aussi très pratique, avec comme des sortes de fiches pour aller plus loin, pour mieux connaître, mieux protéger les arbres qui se trouvent dans nos jardins. Sur la partie de votre métier, on a l'impression que vous avez vraiment une démarche de médecin.
ou de docteur, c'est-à-dire, comme vous l'expliquiez un peu là, avec votre rapport avec les propriétaires, vous posez un diagnostic avant d'opérer. Or, on a l'impression, vu de l'extérieur, que souvent on opère très vite sur la question des arbres. Là aussi, votre démarche est différente. Complètement. C'est vrai que les gens ont l'habitude d'appeler un élagueur, entre guillemets. Donc, je précise, on se fait appeler aujourd'hui arboriste grimpeur parce que on estime que l'arboriste est en quelque sorte un généraliste de l'arbre. Dans notre formation, notre diplôme d'État, qui s'appelle certificat de spécialisation en taille et soins des arbres, on apprend avant tout à reconnaître les espèces d'arbres, à pouvoir diagnostiquer leur résistance mécanique, reconnaître les maladies qu'ils peuvent avoir sur eux ou en eux. On apprend aussi à tailler au plus juste. Et moi, je me suis spécialisée d'autant plus aussi, à force de les couper, je taille à la scie, hein, justement dans un but aussi de le respectuer d'autant plus et de savoir exactement ce que je fais sur le sujet. Hein. Effectivement, je les appelle, ce sont mes clients. Le client n'est pas forcément le propriétaire de l'arbre parce que l'arbre était là avant. Mon client, c'est vraiment l'arbre que je me dois de préserver et de respecter. Donc effectivement, le souci, c'est qu'on agit en tant que professionnel comme tout le monde. Notre but, c'est de gagner notre vie. Et beaucoup, malheureusement, de professionnels ne s'attardent pas sur cette explication primordiale du respect que l'on doit avoir sur ces sujets. Vous voulez dire qu'une fois de plus, c'est l'économie qui prime ? Et malheureusement. Alors que je pense que ça ne gêne en rien. Hein. On peut gagner sa vie en respectant le travail, notre travail. Je pense que les chirurgiens les plus connus sont ceux qui réalisent les meilleures opérations. Et ce sont peut-être certainement ceux qui gagnent mieux leur vie aussi. Dans votre livre, Karine Marcilly, Ma vie avec les arbres, vous écrivez aussi, vous confiez poursuivre un double objectif, rendre l'arbre beau et bon. Alors beau, je pense tout le monde voit, y compris nos auditeurs. Bon, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est quoi un arbre bon ? Alors un arbre bon, c'est un arbre qui ne va pas se développer de manière anarchique, qui ne va pas créer des éléments, des axes qui pourraient chuter à l'avenir. C'est un arbre qui va rester en bonne santé de manière à ne pas contaminer ni les arbres voisins, ni nos alvéoles pulmonaires. Plus on respecte les êtres vivants, moins ils attirent de maladies à eux, et plus il est agréable de vivre à proximité d'eux. Si vous mutilez des êtres vivants, ils attrapent irrémédiablement des maladies. C'est le cas aussi pour les arbres. Et donc, ils deviennent moins bons auprès de nous parce qu'ils peuvent nous communiquer les parasites avec lesquels ils vont être attaqués. Je disais tout à l'heure que c'était aussi une réflexion sur notre rapport aux arbres. Je trouve même qu'au fil des pages, on flirte souvent avec une forme de philosophie. Est-ce que le fait de travailler avec les arbres a été pour vous une leçon de vie, en quelque sorte ? Est-ce que ça peut l'être pour nous aussi, si tant est qu'on les observe et qu'on soit attentif ? Oui, tout à fait. Moi, ils m'ont appris à respecter de plus en plus ma vie, c'est-à-dire ça nous amène d'une part à avoir une hygiène de vie irréprochable, parce que pour pouvoir grimper au quotidien dans de grands êtres vivants, eh bien, il faut avant tout se respecter pour les respecter, c'est-à-dire ne pas imaginer son organisme comme étant quelque chose de simplement consommateur, hein, c'est-à-dire que tout comme les arbres, nos organismes sont des machines. On ne met pas n'importe quel carburant, sinon la machine ne tourne pas bien. Et ça apprend à respecter la vie en général. Ça nous amène à avoir un point de vue global sur tout ce qui peut nous entourer, et ça nous amène un grand respect. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, un petit peu dans la vie de tout le monde. Vous avez une connaissance incroyable des arbres, en tout cas ça transpire de votre livre, et on aurait envie d'avoir votre connaissance. Et en parallèle, il me semble que vous avez aussi une grande humilité. Les arbres apprennent cela aussi, l'humilité ?
Je pense qu'ils sont capables de ressentir l'intention que l'on a envers eux. Par expérience, lorsque j'emmène des stagiaires avec moi, il y a des clients même qui m'ont envoyé des clichés en me disant « Mais regardez, c'est incroyable, on voit la partie dans laquelle vous êtes intervenu et la partie dans laquelle il y avait votre stagiaire. Et la réaction de l'arbre n'est pas la même. » Donc je pense que lorsque l'on intervient et que l'on met tout son savoir, je dirais sa bonne volonté et son attention, comme un animal, parce que j'élève aussi des animaux, je me suis aussi occupée beaucoup d'enfants, l'être vivant pour lequel vous intervenez veut vous faire plaisir. Et donc, l'arbre, du coup, va agir en conséquence. Et je pense que ça, nous n'y sommes plus du tout sensibles. Et contrairement encore même peut-être à mes grands-parents, qui, je pense, avaient inconsciemment cette notion-là. Vous parlez des animaux. Alors, c'est une passerelle parfaite, puisque vous en parlez dans votre livre. On vous voit comme une battante, une combattante, et vous avez été jusqu'à élever des animaux pour sauver des terres. Alors effectivement, se trouver à proximité de mon domicile des chênes et des châtaigniers que je voyais tous les jours. Et l'agriculteur me dit « Karine, tiens, si tu es intéressée pour ce champ », parce que j'étais intéressée pour planter des arbres au départ, évidemment, près de mon domicile. Et surtout, je voyais tellement de haies abattues, je voulais surtout pas que ces vieux arbres le soient, subissent le même sort. Et comme derrière, ce sont des productions agricoles, je dirais peu agréables, avec beaucoup de bruit, beaucoup de produits. C'est vrai qu'il faut mener l'agriculture comme on peut, mais je trouve que malheureusement, c'est plus de conduire du tracteur aujourd'hui que d'être agriculteur. Et pour pouvoir acheter un terrain agricole, il faut évidemment devenir agriculteur à son tour. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, les vaches, nous les avons enlevées de la forêt. Et en les enlevant de la forêt, elles sont devenues déséquilibrées et elles ont perdu leur potentiel, leur connaissance et leur savoir qu'elles avaient dans la forêt. C'est-à-dire que les vaches trouvaient elles-mêmes les antibiotiques dont elles avaient besoin en broutant certains bourgeons, certaines écorces. J'ai pu le constater, moi, parce que j'ai des chevaux depuis de nombreuses années. Ils broutent des écorces à certaines périodes de l'année, ce qui fait que finalement, les animaux élevés au milieu des arbres n'ont jamais besoin d'être traités parce qu'ils ne sont pas malades, parce qu'ils savent choisir les substances sécrétées par les arbres quand ils en ont besoin. Et ça, cette symbiose entre le végétal et l'animal est exceptionnel et c'est ce qui nous a certainement permis de créer tous les médicaments utiles aujourd'hui. Podcast by Tendance Ouest. On apprend dans votre livre, et ça m'a surpris, qu'au pays où les haies sont reines, en Normandie, en particulier dans le bocage, que là, dans le département de la Manche, il y a chaque année 300 kilomètres de haies qui disparaissent. C'est beaucoup en 2021, alors que on est censé être plus sensible à ces questions de responsabilité. Quel est l'enjeu ? Pourquoi vous en parlez dans votre livre ? Et quel est l'enjeu de conserver ces haies qui font tellement partie du paysage normand, mais qui finalement, discrètement, sont en train de disparaître ? L'intérêt est avant tout la préservation de la qualité de notre eau. On s'aperçoit que depuis que les haies sont détruites pour laisser place à de grosses exploitations céréalières, malheureusement, l'eau de notre consommation courante est de plus en plus polluée. Nous sommes sur un vieux relief armoricain, le plus vieux relief montagneux d'Europe.
Et nous sommes donc dans un département où il y a le plus de réseaux hydrographiques. Donc il était bien que jusqu'à présent, les Normands, notamment dans la Manche, aient préservé ces fameuses haies, et pour protéger le bétail, pour le nourrir, mais aussi pour amender les champs. Si nos terres agricoles ont été aussi riches, il y a certes une période où on amendait les terrains en calcaire, qui étaient juste de la pierre chauffée dans nos régions, mais aussi parce que tous les débris, tous les déchets des arbres sont finalement indispensables à la création d'un humus très productif. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés d'acheter des produits de synthèse qui détruisent malheureusement toute la faune qui décompose les matières organiques données par les arbres, qui se retrouvent dans les eaux, qui sont impropres à la consommation et qui détruisent les sols. Donc en détruisant les haies, on détruit notre qualité patrimoniale agricole. Ça fait près de 20 ans que vous faites ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes malheureusement pessimiste sur la situation ? Est-ce que malgré tout cela, malgré tous ces massacres, vous employez ce mot dans votre livre, vous sentez quand même qu'une éducation est en train de se faire et que le regard change ? Ou bien est-ce que les arbres sont toujours comme un objet de consommation, comme une vulgaire déco, tel un vase ou un chandelier ? Alors je dirais oui et non. Il y a énormément de recherches scientifiques qui sont éditées aujourd'hui, et ça c'est merveilleux. Depuis 20 ans, j'ai la chance d'évoluer dans un métier où je peux me référer à de nombreux chercheurs qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Et malheureusement, malgré cette connaissance de plus en plus importante que nous avons sur ces organismes vivants exceptionnels, il y a malheureusement un changement même au niveau de notre propre profession. C'est-à-dire que notre diplôme en lui-même a changé de nom. C'est plus taille et soin des arbres, c'est diagnostic et taille des arbres, c'est-à-dire qu'on n'en prend même plus soin. Et rien n'est fait, je dirais, à la main aujourd'hui. Il faut se dépêcher, il faut couper à toute vitesse pour être le plus compétitif possible. Et je vois d'anciens élagueurs comme moi qui sont assez effarés de l'évolution de notre profession. Et ça, c'est dommage parce que quand je parle dans les écoles, l'émerveillement des enfants, lorsqu'on leur présente les arbres, notamment dernièrement dans une commune pas très loin de chez moi où j'avais des maternelles, j'en avais la larme à l'œil. C'est que quand les enfants sont sortis, après m'avoir vu intervenir dans l'arbre et leur avoir un peu parlé de ce que c'était qu'un arbre, quand leurs parents sont venus les chercher, ils leur ont dit « Attends maman » ou « Attends papa, il faut avant que j'aille faire un bisou à l'arbre parce que c'est un très grand ami. » Voilà, ce sont des amis. Et ça m'a beaucoup émue. Donc, je ne perds pas espoir. Et je pense que à partir du moment où on réalisera que le plus important, c'est d'apprendre aux enfants à respecter les arbres, pourra se faire. C'est un grand message que je lance à l'éducation nationale. Je pense que le sentiment global de l'humanité pourra changer à partir de ça. C'est une belle conclusion. C'est aussi pour ça que vous avez fait ce livre, Karine Marcilly, juste avant de se quitter. C'est pour transmettre non seulement votre savoir, mais aussi et peut-être surtout votre regard sur les arbres. Exactement. Mon but en écrivant ce livre, c'est justement de pouvoir avoir un point d'orgue sur le fait d'être capable de transmettre ce message. C'est une très belle base d'écrire un livre, et puis c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.